Bonjour à tous, voilà, on se retrouve, on est à Port de Saori, les conditions sont parfaites, on est à la voile uniquement, le soleil tape, le vent va monter petit à petit et avant que ça monte encore, je voulais en profiter, que la mer était calme pour vous faire quelques petites vidéos. Et on va parler notamment d'un sujet, je pense que vous attendez depuis un petit moment, puisqu'on va parler tout simplement des améliorations que j'ai pu faire à bord de Saori depuis Port-Camargue, voilà, puisque comme vous le savez, je suis parti de France, j'ai fait le tour de l'Espagne, et puis après j'avais pour volonté d'aller en Italie, puis encore plus loin, etc. Donc pour ça, je me suis dit, vu que je vais passer en France, vers Port-Camargue, donc dans le bassin méditerranéen français, je vais en profiter pour faire tout l'entretien que j'ai besoin de faire, puisque par expérience j'avais vu qu'en Espagne c'était très compliqué de tomber sur un ship, alors qu'en France, dans chaque petit port perdu, vous en avez 2, 3, il y a un Acacias Diffusion, un U-ship, des fois il y a un Big Ship aussi à côté, etc. Donc c'est vraiment très démocratisé, on va dire, enfin en tout cas il y en a beaucoup. En Espagne, j'ai bien vu que c'était beaucoup plus compliqué de tomber sur des chips régulièrement, etc. Alors en France, on prend cette mauvaise habitude de se dire bon, il me manque un truc, bon j'irai l'acheter au chip plus tard, ou il me manque ci, il me manque ça. Et donc on fait un petit peu, toujours en prévoyant, hein, mais bien sûr on peut faire au dernier moment si vous voulez. Alors que là, j'ai bien fait d'ailleurs, parce que l'Italie c'est à peu près la même ambiance, il n'y a pas grand chose non plus en ship, même là à Rome, à Ostie, il n'y avait même pas un ship, un vrai ship quoi. Il y avait un motoriste, il y avait un gars qui faisait un peu de ci, un peu de ça, il faut un peu de tout quoi, mais il n'y a pas un vrai ship qui vend des boots, des pare-battes, et etc. quoi. Donc voilà où nous en sommes. Avant tout cela, je me suis dit, avant de partir vers de nouveaux horizons, autant faire des gros entretiens sur Saori. Bon, je vous en ai parlé, vous avez vu pendant les travaux, il y a eu le changement des boulons de quilles, il y a eu tout ce qui est travaux, entretien. Voilà, j'ai fait un linéage du moteur, donc j'ai réaligné un petit peu le moteur, même si c'est toujours pas optimal. J'ai changé le presse-étoupe, j'ai changé le coude d'échappement, j'ai changé un tuyau d'évacuation des toilettes, j'ai changé j'ai déposé l'échangeur de liquide de refroidissement, et je l'ai fait complètement entretenir, bain d'acide, changement des joints, etc. et plus remontage. Voilà, donc ça c'est vraiment des trucs très au niveau des travaux, de l'entretien. Donc là vous n'avez rien à apprendre en particulier, à part, je vous en ai déjà parlé de toute façon, à part de surveiller ces pièces là comme l'échangeur, le coude d'échappement, etc. Bon voilà, tout ça vous savez, normalement vous avez suivi tous les travaux, on a fait le polish, on a fait le carénage, on a fait ci, on a fait ça, assez classique. Voilà, écoutez, aujourd'hui on va parler de choses. J'ai fait exprès de prendre du temps, vous voyez que j'ai presque mis 1 an avant de vous en parler. C'était pour pas trop vous donner l'idée comme quoi c'était simple et qu'il suffisait juste d'acheter ces choses là et après la navigation allait être que plus simple. Pas du tout. Aujourd'hui j'ai fait un peu d'investissement à bord de Saori pour son confort de navigation, pour sa sécurité, pour pouvoir naviguer dans des conditions un peu plus, si jamais elles sont un peu plus pourries quoi. C'est vrai que là, l'expérience quand on était à la Corogne et qu'on voyait pas à 20 mètres devant le bateau, bon on navigue à vue, mais à vue quand on voit que 20 mètres c'est pas incroyable quoi. Donc là on a encore pas mal travaillé là-dessus. Bref, on va découper ça en 4 vidéos, je pense que je réfléchisse, hein. Mais il va y avoir du coup les instruments de navigation, il va y avoir une vidéo sur le pilote auto et tout son système, il va y avoir une vidéo sur qu'est-ce qui reste d'autre, hein? Pilote auto, ça, les instruments,
l'AIS et j'ai plus le quatrième, on verra, bref, si ça me revient. Voilà, et puis après, encore d'autres trucs, on verra par la suite. En tout cas, le gros du travail, ça a été quand même, le gros de l'investissement, ça a été de changer les... on va commencer par quoi? On va commencer par les instruments, tout simplement. Vous voyez, alors les instruments. Les instruments, comme vous pouvez le voir, désormais, j'ai des petits écrans LED, cristaux liquides, qui sont rétroéclairés, voilà. Avant, c'était pas exactement la même chose. Souvenez-vous, je crois qu'il y avait une aiguille, c'était des analogiques, avec juste en digital, un petit carré avec écrit le vent, la force du vent. Voilà, là c'est complètement différent, c'est complètement numérique, plus du tout analogique. L'aiguille, vous voyez, elle est complètement numérique. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. Évidemment, l'avantage principal, c'est qu'on va pouvoir changer, vous voyez, on va pouvoir un petit peu sélectionner et modifier à notre guise les écrans, les menus que l'on souhaite. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, au niveau des défauts, bah, c'est rétroéclairé, quoi. Donc, par grand soleil, il faut mettre la luminosité à fond. Et là encore, on voit pas forcément si le soleil tape pile dessus. On voit moins bien qu'une vraie aiguille, ça c'est certain. Et la nuit, pareil, et ben, même rétroéclairage réduit au minimum. Attendez. Même rétroéclairage réduit au minimum. Auto, on est bon. Eh bien, ça a tendance à créer de la lumière ici. Et des fois, quand on est hyper concentré pour surveiller nos casiers, nos trucs comme ça, eh ben, ça va nous éblouir. Et on sait bien que, vous savez tous que la nuit, nos pupilles ont besoin d'être... l'iris a besoin d'être très dilaté pour que la pupille puisse récupérer le maximum de la faible luminosité qu'il y a. Et si vous êtes ébloui par votre écran, bah ça va du coup réduire tout ça. Du coup, vous allez avoir une moins bonne vision nocturne, tout simplement. Donc évidemment, il y a moyen, comme vous le voyez, de baisser là, vous voyez, on voit plus rien de jour, donc de nuit c'est quand même pas trop mal. On parlera de la tablette aussi. La tablette, elle est rétroéclairée, notamment moi, ma tablette à moi, elle est plutôt puissante, même avec le rétroéclairage au minimum. Donc les écrans plus la tablette de nuit, ça peut très vite vous empêcher d'avoir une bonne vision nocturne, qui est primordiale pour la sécurité, hein. Donc ça c'est important. Pour cela, j'ai vu que Navionics venait de faire une mise à jour toute récente avec un dark mode, avec un mode de nuit, un mode sombre, appelez ça comme vous voulez, qui permet donc de justement pallier à ce problème là. Donc j'ai hâte de le tester et de voir ce qu'il en est. Hop, je vais encore rabattre un tout petit peu. Voilà, on est au portant, donc forcément retenue de baume. Voilà, alors pour l'écran, on va faire d'abord les instruments. Donc les instruments, comment ça fonctionne? Ils vont tout simplement récupérer les informations des instruments de navigation. Les instruments de navigation, ça va être là-haut, tout là-haut, vous voyez peut-être pas à cause du soleil, mais tout en haut du mât, il y a une girouette avec un anémomètre qui tourne comme ça, avec la force du vent. Plus il tourne vite, plus il y a de vent, avec des petites cuillères. Et il y a une petite girouette qui va donner l'indication de d'où vient le vent. Voilà. Donc grâce à ça, là-haut, on va avoir la force du vent et la direction du vent, ce qui est très pratique, hein. Bon, j'ai navigué pendant des années sans ça. La direction du vent, il y a plein d'autres moyens de voir, notamment le vent apparent surtout. Par contre, la force du vent, bon bah, il n'y a pas trop moyen. Vous savez qu'à 15 nœuds, ça commence à moutonner. Un peu moins en Méditerranée d'ailleurs. Et puis voilà, vous connaissez par rapport à la réactivité de votre bateau, etc. Vous voyez quand il y a 15 nœuds, quand il y a 20 nœuds, quand il y a 25 nœuds, vous le sentez. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir des instruments au point, quoi. Donc on revient là-dessus. On va avoir ici notre vent.
sachant que je peux avoir le vent réel et le vent apparent. Donc ça, bon, on va pas faire un cours sur la différence entre vent réel, vent apparent aujourd'hui, mais j'ai le choix entre les deux. On va avoir évidemment après, en plus de l'instrument qu'il y a là-haut, on va avoir, hop, on met comme ça, on va avoir à l'intérieur du bateau, sous la coque, enfin dans la coque, au fond du bateau, on va avoir ce qu'on appelle le sondeur, le lock speedo, on appelle ça, lock et speedo, plus le sondeur. Donc le sondeur va vous donner la profondeur. Actuellement il y a 40 mètres d'eau en dessous du bateau. Donc c'est tout simplement un rayon qui va taper au fond du sol et qui va remonter jusqu'au bateau, et il va calculer la distance par rapport à ça, sachant que c'est hyper précis, hein, c'est au 0 à 10 cm près, donc c'est quand même vachement précis, et ça va jusqu'à, j'imagine, selon moi j'ai quand même un Raymarine, donc c'est le truc qui est classique, qu'il y a sur grande majorité des bateaux, et l'ancien comme le nouveau, ça va à 70 mètres à peu près, 75 mètres, 70 mètres. Et après, au-delà, ça décroche. Donc, au-delà de 70 mètres, vous savez pas combien il y a de profondeur. Bon, c'est pas très intéressant de savoir au-delà de 70 mètres pour le coup. Donc voilà. En tout cas, c'est plutôt précis. Ça va taper au fond, sur le fond du marin, et ça remonte au bateau. Voilà. Que dire d'autre? Après, on va avoir... Après, on va avoir du coup la vitesse. Alors la vitesse, vous voyez qu'il y a écrit 0.0. Pourquoi? Bah, comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle un speedo. Donc comment ça fonctionne? C'est une petite roulette qui a pareil avec des espèces de petites cuillères, mais cette fois verticales, qui a sous le bateau donc, et qui va tourner avec la force de l'eau. Voilà, l'eau, l'écoulement de l'eau le long de ces petites cuillères, un petit peu comme un moulin à eau si vous voulez. Ça va tourner, grosso modo, très vulgarisé. Ça va tourner, il y a un petit aimant qui va faire qu'à chaque fois que l'aimant passe devant la sonde, bah, ça va calculer un petit peu comme, pas les dynamos, mais les vieux trucs sur les vieux vélos pour calculer la distance, là. À peu près la même chose. Donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et selon la vitesse à laquelle ça tourne, ça va vous donner votre vitesse surface, à ne pas confondre avec la vitesse de fond. Voilà, là encore, on va pas faire un cours sur vitesse surface, vitesse de fond, mais il faut savoir que votre tablette, pour résumer, votre tablette vous donnera toujours la vitesse fond, puisque c'est une vitesse GPS par rapport à la position GPS, alors que la vitesse surface, et ben ça va être la vitesse par rapport à justement cette petite roulette qui roule, qui tourne à la surface. Donc ça va être la vitesse réelle, mais il va y avoir en plus de ça l'effet des vagues et l'effet du courant. Si vous avez des vagues de face, si vous avez des vagues de dos, la vitesse surface va forcément changer. Comprenez que si vous êtes face aux vagues, la roulette va tourner plus vite que si vous êtes dos aux vagues. Et pourtant, même si vous allez à la même vitesse. Voilà. Donc c'est pour ça que la vitesse surface peut être différente et toujours différente de la vitesse de fond. Voilà, tout simplement, à moins que les conditions soient à 0. Dans un lac peut-être. Voilà, que dire d'autre? Donc on peut voir qu'il y a pas mal de réglages. J'ai ici donc ma force du vent, j'ai ici ma profondeur. Ici je vous en parlerai plus tard, mais c'est le retour de l'AIS. Ici c'est la même chose. J'ai pas encore bidouillé trop, hein. Ici c'est encore la même chose. Ici on va voir latitude, longitude, le cap, la vitesse, fond. On va voir la température de la mer. Tout ça on va pouvoir choisir, sélectionner. Profondeur. Voilà. Profondeur en gros comme ça, si je veux rentrer dans un port par exemple, ça peut être hyper pratique. D'avoir la profondeur en gros quoi, à partir du moment où je m'en fous du vent, de la force, etc. parce que je suis au moteur voie la Fallée à 50 mètres du port. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la profondeur, de bien la voir, de bien la lire, et ça sera toujours plus lisible que sur le petit carré ici quoi.
Donc je me suis mis un petit asset avec justement la profondeur. Voilà, on peut voir au niveau des réglages, options rapides, affichage des données, gestionnaire de carburant. Donc après forcément c'est tout en connecté par, mince, j'ai oublié le nom, c'est tellement vieux, connecté par non pas NVMe, ça c'est les disques durs, mince, j'ai oublié. Bref, la dernière, avant c'était le C-Talk, et donc les vieux instruments étaient en C-Talk pour pouvoir justement communiquer entre le sondeur, le pilote, l'anémo, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu? Non, c'est rien. Aujourd'hui, eh bien, c'est un autre nom. Et du coup, pareil, vous allez pouvoir tout connecter, et on voit qu'on peut même connecter la sonde du carburant. On peut rajouter des trucs, quoi. Si je vais dans affichage des données, batterie, bateau, profondeur, distance, moteur, fuel, environnement, GPS, cap, navigation, pilote, vitesse, heure, vent, AIS. Vous voyez qu'il y en a un paquet, et après il y a des sous-menus, etc. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus complet que l'ancien. Donc à savoir que les modèles que j'avais avant, c'était les grands classiques S60 ou i60, je crois. Ouais, ça c'était ça. Bref, la gamme 60 de chez Raymarine au niveau des instruments. Et là, on est passé à la gamme supérieure qui s'appelle, enfin la gamme supérieure, la gamme récente, plus moderne, qui est beaucoup plus moderne, et qui s'appelle les i70S pour celui-ci. Voilà, donc au moins vous avez le modèle i60, enfin i60 je crois que c'était, instrument 60 ça devait être, i60 les anciens, et ça c'est i70S pour les nouveaux. Voilà, avec tous les, comme vous avez pu voir, on peut rajouter, si vous avez des sondes pour le carburant, des sondes pour toutes ces choses là, on va pouvoir les rajouter et avoir un nombre quasi infini de petits écrans différents au final. Et du coup vous voyez que j'en ai plus qu'un, alors qu'avant j'avais, comment ça se passait avant, j'avais le vent en haut et la data en dessous, c'est ça? Non, j'avais en haut, j'avais un petit écran avec profondeur, vitesse, cap, et en dessous j'avais le vent et la force du vent, alors que là tout est réuni sur celui du dessus. Voilà. Écoutez, que dire de plus? C'est assez simple, hein, c'est assez basique. Ça vaut un petit billet quand même, un gros billet même. Moi je l'ai changé notamment parce que j'avais plus de vent et plus de ni la direction ni le sens du vent, malgré une girouette qui marchait et qui était en état de fonction. Malgré cela, je n'avais plus du tout de vent depuis des années et des années et des années, quoi. Et donc j'ai vu que le boîtier coûtait quand même 500 € d'occasion à réparer, c'était aussi très onéreux. Donc je me suis dit c'est le moment, allez on change et au moins j'aurai le reste dessus, hein. Notamment ce qui a décidé aussi beaucoup, c'est le fait de pouvoir récupérer l'AIS directement sur ce petit écran là, ce qui est très pratique. Donc ça on va en reparler prochainement dans la vidéo sur l'AIS. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cet écran là du moins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, il n'y a rien de révolutionnaire. Ne commencez pas à acheter ça pour vous dire c'est le top du top, je vais mieux naviguer avec. C'est complètement faux. Ça marche aussi bien que ceux d'avant. Donc, enfin, ceux d'avant marchaient aussi bien que ça. Ce qu'on veut, c'est juste la force du vent, la direction du vent et la profondeur, grosso modo. Et ça, les instruments le font depuis très longtemps. Donc, ça sert à rien d'acheter le truc dernier cri si c'est juste pour ça. On est d'accord. Voilà, donc étant assez simple, la girouette c'est la même d'ailleurs que pour les anciens instruments. Et le sondeur au niveau du log speedo, il faut savoir qu'à l'époque ça se faisait beaucoup d'avoir un speedo qui donnait la vitesse et un truc qui donnait la profondeur. Et comme ça vous aviez deux passe-coques, enfin c'est pas vraiment des, il y avait deux trous dans la coque
Dans l'un, avec l'un vous avez la petite roulette, avec l'autre vous avez le rayon qui allait chercher la profondeur. Voilà. Là maintenant, tout est réuni en un. C'est-à-dire que vous avez besoin de plus que d'un trou pour faire passer les deux, puisque les deux sont réunis dans le même le même instrument fait les deux. Il est séparé en deux à la base. La partie immergée, il y a une partie avec la roulette et une autre partie avec la profondeur. Voilà. Donc, moi je pense que les bateaux modernes aujourd'hui doivent n'avoir plus qu'un seul trou, alors qu'avant ils en avaient deux pour pouvoir mettre les deux instruments. Voilà. Donc maintenant j'ai un trou qui est bouché par un bouchon et l'autre qui a du coup cet instrument double. Voilà, maintenant les deux instruments sont réunis. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler non plus très longtemps sur ce sujet. Comme je vous le dis, il n'y a rien de révolutionnaire comparé à ce qu'on va voir par la suite. Donc voilà, écoutez, le vent se lève petit à petit, on va continuer. Je vais vous présenter, je pense, directement le pilote auto. Vous allez voir que là, pour le coup, il y a une vraie petite révolution entre le pilote de barre franche classique que tout le monde a, c'est-à-dire le ST2000 Plus de chez Raymarine, contrairement à celui-là qui est le V100, qui est beaucoup plus moderne et avec différentes choses en plus. Voilà, écoutez, trêve de bavardage, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bye bye.